Bonjour à tous. Merci d'être là, d'être au rendez-vous. Je voudrais remercier Monsieur Gondelman d'être présent. Je suis sûr qu'il va nous apporter plein d'informations. Et avant toute chose, je vais peut-être lui demander de se présenter de façon à ce qu'on comprenne bien quelles sont ses activités et à quel point il est au fait du sujet. Merci Monsieur Gondelman. À tout de suite. Allez-y. Bonjour. Ravi de vous rencontrer virtuellement. Donc moi, je travaille chez BNP Paribas depuis quelques années. Moi, ça fait 16 ans que je fais de la cybersécurité. Donc, je dirige une équipe d'experts un peu dans tous les domaines de l'IT. Parce qu'on dit toujours que la cybersécurité, c'est le côté obscur de l'IT. Donc, voilà, dès qu'il y a un sujet IT, il y a forcément un sujet cyber derrière. Donc, moi, j'ai différentes équipes qui traitent tous les aspects en fait, de la cyber. Donc, ça va du cloud, à tout ce qui est environnement utilisateur, en passant par l'intelligence artificielle, etc. Et puis on travaille aussi sur des technologies d'avenir, hein, comme l'informatique quantique. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, voilà, donc c'est une prochaine grande révolution, surtout couplée à l'IA. Donc tout ça, c'est des choses qui sont mon quotidien. Après, je pense que vous, vos préoccupations sont beaucoup plus, entre guillemets, terre à terre, mais voilà, j'espère pouvoir aussi vous apporter un éclairage sur ce qui vous préoccupe. Donc, je vous propose de faire une petite introduction sur les sujets en général, de ce qui se passe pour le particulier et les petites entreprises que vous connaissez. Et puis après, Mm. on échangera et les questions seront, bien sûr, les micros seront rouverts pour que chacun puisse participer et poser des questions. Oui, D'accord? ok. Voilà. Alors, je pense que d'une manière générale, quand on parle de sécurité, les gens ont tendance à toujours imaginer qu'ils vont être un peu comme dans un film, la cible d'un méchant hacker, etc. En général, la réalité est un peu plus simple que ça. Et en fait, les risques cybersécurité qu'on cherche à couvrir, que ce soit pour les particuliers et les entreprises, sont rarement dus uniquement à des pirates informatiques. Voilà. Donc, en général, si vous voulez être capable de savoir où vous en êtes et de contre quoi vous voulez vous protéger, ben, déjà, il faut vous demander qui peut vous vouloir du mal, ou en tout cas qui peut vous essayer de vous attaquer et pourquoi. Donc en règle générale, il y a deux grands vecteurs, enfin on va dire trois. La première raison, ça va être pour des raisons financières, tout simplement, pour vous prendre de l'argent, ou en tout cas utiliser vos accès pour gagner de l'argent ou gagner la confiance d'un autre. Et après, ça va être pour vous nuire éventuellement. Donc ça peut être un employé voilà, qui n'est pas content et qui souhaite nuire à votre image ou nuire à votre entreprise, bon, soit en détruisant des données, soit en sabotant des choses, etc., ou en divulguant des informations. Et puis la troisième catégorie, ça va être effectivement le cybercriminel, mais il y a peu de gens, je pense, dans l'assistance, sauf si je me trompe, qui font partie ou qui seraient des cibles intéressantes pour des vrais acteurs étatiques. Voilà. Donc, c'est des choses qu'on peut voir dans mon métier, mais qui sont rarement le quotidien des gens. Donc en règle générale, qui dit menace dit capacité en fait à identifier quel est son objectif et après derrière quel va être le point d'entrée ou ce qu'on appelle la surface d'attaque, donc le vecteur sur lequel vous allez pouvoir être vulnérable. Donc en règle générale, pour un particulier, il y a deux grandes sources. Le premier, ça va être effectivement tout ce qui va être exposition sur Internet. Donc si vous avez des comptes sur les réseaux sociaux, que vous utilisez une banque en ligne, vous avez des logins mots de passe, etc., qui permettent d'accéder à des services euh, voilà, avec des accès qui vous donnent des privilèges, que ce soit sur les aspects financiers ou autres. Ça va partie de votre surface d'attaque, votre identité numérique. Après, il y a tout ce qui va être effectivement vos moyens d'accès. Donc, ça peut être vos téléphones, vos appareils, etc., sur lesquels vous utilisez pour vous identifier. Et donc, en gros, il va falloir vous dire bah, comment est-ce que je peux protéger ou diminuer ce qu'on appelle ma surface d'attaque. Donc, diminuer la surface d'attaque, ça va être finalement rendre plus difficile pour une personne qui veut vous nuire d'utiliser en fait vos accès en fait pour accéder à vos données, etc. Donc, quand on parle de services en ligne, bien souvent, bah, ça va être utiliser bah, des comptes, etc., avec des mots de passe complexes, jamais réutilisés. Activer ce qu'on appelle authentification multifacteur. Donc, ça peut être son authentification avec un mot de passe, enfin, avec un numéro qui est généré sur une application ou avec une application générée sur un SMS, etc. Donc, il y a plein de systèmes. Activer la biométrie et tout ça. Et quand on parle d'appareils personnels et d'applications que vous utilisez, bah, c'est toujours maintenir les choses à jour parce que faut savoir que
La plupart des attaques qui sont faites aujourd'hui, qui vont cibler les particuliers et les PME, ça va être des attaques automatisées. Donc aujourd'hui, il y a des grands réseaux criminels, hein, la mafia, etc. Donc ils gagnent beaucoup d'argent avec ça. Donc en fait, eux, ils mettent à disposition des plateformes que des cybercriminels peu chevronnés vont utiliser pour faire des attaques. En fait, comment ça fonctionne? Ces plateformes-là, en fait, c'est un peu comme s'ils louaient une capacité à attaquer. Et ben, elles vont cibler tous ceux qui se font avoir. C'est-à-dire que ça va être avec des sites qui vont être piégés, ça va être avec des liens qu'on vous envoie sur vos téléphones pour vous cliquer dessus, ça va être avec des mails qu'on frauduleux, pareil avec des liens ou des pièces jointes dessus. Et l'objectif, c'est que vous ouvriez ces pièces jointes-là et puis que une vulnérabilité, c'est-à-dire une faille qui est présente sur votre système parce qu'il n'a pas été mis à jour parce qu'elle n'est pas connue, c'est plus rare, soit utilisée par ces acteurs malveillants. Donc après, une fois que la faille elle est disponible et exploitable, derrière, eux, ils vont souvent avoir des outils qui vont se déployer automatiquement. À partir du moment où vous cliquez sur le lien, il y a toujours une action de l'utilisateur, hein. C'est très très rare qu'il y ait des failles qui soient utilisables à distance sans qu'il y ait une action de l'utilisateur. Et donc, du coup, cet outil va s'installer. Et derrière, il va permettre à l'attaquant, donc à la personne qui loue cette fameuse plateforme, de faire beaucoup de choses. Le premier, ça va être capable d'intercepter tout ce que vous écriviez sur votre clavier. Donc, si vous commencez à faire des mots de passe, etc., ou avoir des communications personnelles, ben, ils vont pouvoir tout récupérer. Après, ils vont pouvoir prendre des captures d'écran, activer votre caméra. Voilà, donc si vous faites des choses devant votre écran que vous voulez pas qu'on voit, ben, ils pourront vous faire chanter par rapport à la vidéo qui aura été captée. Et puis, ils vont pouvoir aussi éventuellement récupérer vos données et faire du chiffrement, c'est-à-dire qu'ils vont activer une application qui va chiffrer le disque dur, c'est-à-dire que l'ensemble des données sur votre disque avait pu être accessible. Et après, ils vont vous demander de l'argent pour vous donner la clé pour déverrouiller, et des fois, ils vous prendront l'argent, ils vous donneront même pas la clé. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Donc ça, c'est plutôt ça dont il faut avoir peur si vous parlez de hackers. Donc ces attaques. Donc finalement, la manière la plus simple de s'en prémunir, c'est mettre à jour ces systèmes. C'est pas très compliqué. Euh, Après, il y a des anti-malware, antivirus. Donc ça a une utilité parce qu'en fait, si l'application qui est utilisée par les acteurs malveillants, elle utilise du code qui est connu, parce qu'en fait, ça fonctionne un petit peu comme de l'ADN, si vous voulez. Une application, elle utilise du code, en fait, et les antivirus, en fait, ils savent reconnaître des signatures, un petit peu comme s'il y avait un ADN qui était commun. Donc, on va dire un attaquant un peu chevronné qui utilise des outils connus ou des morceaux de code connus, ça sera plus facile pour l'antivirus de le bloquer. Mais en fait, il existe des manières, ce qu'on appelle d'évader en fait ces mesures de protection. Et parfois, il y a des applications qui sont capables de modifier leur code elles-mêmes, voilà, ou de se masquer dans une autre application, voilà, et de s'activer à un moment donné. Donc ça, c'est des choses qui font que finalement, tout ce qu'on peut avoir en termes de protection personnelle, ça fonctionne pas forcément. Après, donc ça, c'est plutôt les aspects hackers. Donc pour tout ce qui est protection aussi de vos accès, il y a une chose à avoir en compte. Donc c'est plus pour votre utilisation sur Internet. C'est quand vous allez utiliser votre appareil pour vous connecter sur un Wi-Fi public ou sur un Wi-Fi tout court. En fait, il faut savoir que quelqu'un qui a accès au Wi-Fi, qui est connecté sur le même Wi-Fi que vous, mais va pouvoir éventuellement intercepter vos données. Si les données sont pas chiffrées ou si vous n'avez pas utilisé ce qu'on appelle un VPN, en fait, qui est une plateforme, donc c'est Virtual Private Network, qui permet de se connecter à un serveur de relais qui fait que tout le trafic entre ce serveur et vous va être chiffré, donc les gens ne pourront pas intercepter ou lire ce que vous faites. Du coup, la personne pourrait vous attaquer. Après, il existe pas mal d'attaques qui font que, par exemple, sur un relais, sur un Wi-Fi public, une personne, elle peut utiliser des techniques, en fait, pour vous faire pouvoir pointer, en fait, vos recherches sur un site vers un site qui, lui, l'hébergera. Par exemple, vous allez vouloir aller, je sais pas, sur LinkedIn, et ben, la personne, en fait, elle va répondre à la place du serveur LinkedIn sur le Wi-Fi. Donc, en fait, vous allez vous connecter en réalité à sa machine et vous allez avoir une mise d'authentification avec un login mot de passe, etc. Ce sera identique à LinkedIn, sauf que tout ce que vous allez rentrer, donc votre login mot de passe, etc., la personne va pouvoir l'intercepter. Donc ça, c'est des attaques qui sont relativement faciles à mener avec des outils qu'on trouve facilement sur Internet. Euh, donc quand vous utilisez un Wi-Fi public, voilà, il vaut mieux partager la connexion de votre téléphone qu'utiliser un Wi-Fi public si vous n'avez pas de VPN. Après, là, on a parlé beaucoup d'informatique, mais les hackers, c'est pas que des gens qui font des attaques informatiques avec un ordinateur. Je vais vous montrer un petit truc là que j'ai acheté il y a quelques temps. Je sais pas si vous voyez. Ça, c'est un petit appareil, ça s'appelle un Flipper Zero. Ça coûte 200 € sur Amazon. Vous pouvez en acheter un si vous avez envie. Et ça permet de faire plein de trucs.
Alors, ça permet par exemple si à proximité par exemple de votre maison, quand vous arrivez et que vous utilisez votre télécommande pour ouvrir le portail ou la porte du garage, bah, je peux intercepter le signal et le copier. Donc ça veut dire que quand vous ne serez pas là, bah, je peux le rejouer. Donc je peux aller rentrer dans votre garage et piquer votre voiture. Ça me permet aussi par exemple si vous avez une voiture un peu récente comme une Tesla, etc. En fait, la Tesla, notamment, ils utilisent ce qu'on appelle un key fob. En fait, en gros, c'est la clé. Elle émet un champ électromagnétique autour d'elle qui fait que la voiture la reconnaît et quand vous êtes à proximité, elle s'ouvre. Donc en fait, il y a des attaquants qui, des petits malins, en fait, ils font des relais. Donc en fait, ils vont aller, donc ils sont deux, trois en général, ils se mettent à côté de votre voiture, ils se mettent à côté de votre chambre, donc sous la fenêtre, et en fait, ils vont utiliser des appareils pour relayer le signal depuis votre clé jusqu'à la voiture. Et donc après, ils partent avec votre voiture. Voilà. Donc, et comment on se protège contre ça? Eh bien, il faut prendre votre clé, et puis il faut la mettre dans ce qu'on appelle, soit dans l'aluminium, c'est la solution la moins chère, mais en tout cas dans une boîte en métal qui fait que ça va faire un effet de cage de Faraday, qui fait qu'en fait, le signal, il va pas sortir. Ça va être pareil pour vos cartes de crédit. Aujourd'hui, on a tous des cartes de crédit qui font de la NFC, donc paiement sans contact. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui se baladent avec des terminaux dans les poches, et puis ils font faire des paiements sans contact jusqu'à 50 euros aux gens dans le métro. Ça, on voit pas mal. Donc comment on protège contre ça? Ben, il faut avoir un portefeuille en fait qui est une protection RFID, donc avec en réalité il y a du métal à l'intérieur de couture, à l'intérieur des poches, qui font que bah, quand votre carte elle est dedans, on peut pas la faire payer, quoi. Voilà, en fait, c'est ça pour vous dire que les attaques informatiques, enfin les attaques cyber, c'est pas toujours des attaques avec un ordinateur. Aujourd'hui, on est tellement dans un monde où il y a des choses connectées que finalement, tout ce que vous pouvez utiliser qui émet un signal, bah, ça peut être utilisé contre vous, quoi. Euh, Après, il y a le besoin de confidentialité, parce qu'on parlait un petit peu bon, pouvoir vous espionner avec votre caméra, etc. Mais il faut savoir aussi que tout ce que vous utilisez en matière d'informatique, ça reste des traces. Donc, si jamais vous voulez être discret pour X ou Y raison ou pas qu'on puisse retracer vos déplacements, etc., il faut aussi prendre des mesures. Voilà. Donc, savoir qu'aujourd'hui, si vous vous baladez avec un téléphone, effectivement, il va borner hein, sur toutes les choses. Donc, la police pourra vous retrouver. Mais il n'y a pas que la police qui a accès aux réseaux qui permettent d'accéder à votre localisation. Alors, aujourd'hui, il faut savoir que les opérateurs utilisent un réseau qui s'appelle le réseau SS7, en fait, qui permet notamment, bah, quand vous êtes dans un pays à l'étranger, de suivre et de récupérer un peu les données de facturation, etc., et faire suivre votre numéro et les communications jusqu'à votre opérateur. Et en fait, ces réseaux-là, aujourd'hui, ils ont largement été compromis et utilisés par des criminels. Et donc, une personne mal intentionnée bah, pourrait très bien utiliser ces aspects-là bah, pour accéder à votre téléphone ou suivre vos déplacements. Donc, c'est pour ça, par exemple, qu'aujourd'hui, par exemple, bah, les présidents comme Macron ou Trump, leurs téléphones, ils sont changés très régulièrement pour éviter qu'on soit capable de faire un lien entre leur téléphone, leur appareil physique et leur présence. Ça permettrait de les suivre à la trace exactement où ils sont, quoi. Après, il faut aussi se méfier de tout ce qu'on va vous donner, tout ce qu'on peut brancher dans votre ordinateur. Donc, savoir qu'aujourd'hui, s'il y en a accès physique à une machine, il y a très peu de choses qu'on peut faire en termes de cybersécurité pour la protéger. Donc, c'est pas vrai pour tous les appareils, mais de manière générale, 99% des cas, une machine qui est accessible physiquement, il n'y a aucun moyen de la protéger. C'est-à-dire qu'il existe des appareils, donc le petit que je vous ai montré, ça en fait partie, ou si vous le branchez sur l'USB, en fait, vous pouvez contourner en fait, un certain nombre de sécurités, parce qu'en fait, vous allez directement faire des frappes clavier simulées, et en fait, derrière, on peut avoir un petit programme qui est écrit et qui va directement aller ouvrir des fenêtres, télécharger un malware, etc., d'une manière instantanée. C'est-à-dire que je vous branche le truc sur l'ordinateur, en 5 secondes, il est hacké l'ordinateur. Donc, toujours important de protéger vos appareils, même quand vous ne les avez pas avec vous, quoi. C'est-à-dire que ouais, mon laptop, quand je suis pas chez moi, il est enfermé à clé, par exemple. Si je suis à l'hôtel et que je dois laisser les trucs, je les mets dans le coffre. Je ne laisse jamais les trucs traîner. Euh, donc après, il faut savoir il y a énormément de choses qui existent hein, pour contourner la sécurité. Mais les appareils les plus sécurisés, en fait, il va falloir un gros niveau de compétence. Donc en général, il faut toujours avoir en tête quel est le niveau de compétence contre lequel vous voulez vous protéger. Parce que si on parle des petits hackers dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est relativement facile. Si on parle d'un acteur étatique, là, en gros, je peux vous dire tout de suite, vous n'avez aucun moyen de vous en protéger. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont à la fois accès à des failles qui ne sont pas connues, ce qu'on appelle des 0D. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a tout un business qui existe où il y a des entreprises qui détectent ou qui découvrent ces failles avec des chercheurs en sécurité et qui les vendent à des États. Et les États, derrière, ils les utilisent pour attaquer et pour espionner. Donc, c'est pour ça qu'il y a
mois ou quelques années, là, on a trouvé que les Israéliens avaient développé un super outil qui permettait de prendre le contrôle de n'importe quel téléphone. On a compris que les Marocains les utilisaient contre le gouvernement français il y a peu de temps, quoi. Donc en fait, ça pour dire que finalement, voilà, même le gouvernement français ne sait pas se protéger contre tout. Et nous-mêmes, on fait aussi hein, de la recherche et on fait aussi des attaques. Il faut savoir que voilà, c'est un peu comme le meilleur moyen de se défendre, parfois, c'est d'attaquer. Donc c'est pareil en cyber. Et on a pas mal de bons chercheurs en sécurité en France. Euh, donc tout ça pour dire que voilà, vous ne pourrez pas vous protéger contre tout. Par contre, effectivement, ce que vous voulez, c'est vous protéger contre les gens qui vous menacent, en tout cas ce qui est le plus probable de vous arriver, quoi. Je ne sais pas si vous avez des questions, je peux parler pendant des heures, mais après, j'ai peur d'aller trop loin ou d'être trop technique dans ce que je vous dis. Donc, Ben, je vois que Johan a une question. Donc, Johan, je te redonne le son. Oui, merci. Donc, je suis Johan du Rotary Club de Montjon Val-de-Seine. J'avais une question. Vous avez parlé tout à l'heure de VPN. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre un VPN et un Tor? Alors, Tor, en fait, en réalité, c'est un réseau qui se base sur des PC sur lesquels vous allez passer, et finalement, vous changez tout le temps de nœud, donc vous êtes difficile à tracer. Euh, Tor, en fait, ça va servir à vous anonymiser. Si vous voulez sur le dark web, etc., c'est pas mal. Euh, Par contre, tout ce qui va passer par les nœuds Tor, ça va être interceptable. Le VPN, lui, en fait, il crée une connexion point à point. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de changer de nœud en permanence, alors que Tor, dès que vous faites une requête, vous allez aller sur un PC différent, sur un serveur différent. Là, vous êtes sur un seul serveur. Par contre, quand vous allez naviguer sur Internet, c'est l'IP du serveur qui va être utilisé. Et du coup, ça va quelque part vous masquer aussi, ça vous protéger le trafic. Donc, Tor, en fait, il n'y aura pas de protection sur le trafic en transit, c'est-à-dire qu'il va passer en clair. Par contre, quand vous allez accéder à un service Internet, vous allez être anonymisé par le fait que vous utilisez tout le temps un nœud différent et que c'est jamais votre adresse IP à vous. Donc, voilà, donc Tor, ça garantit l'anonymité et le VPN, ça vous anonymise et en plus, ça sécurise le trafic. Et Tor, il y a le problème de performance aussi, parce que vu que vous êtes tout le temps en train de rebondir de serveur en serveur, les performances sont assez dégradées. Là où un VPN, vous allez avoir des meilleures performances. Merci. Bon, Denis, si tu peux poser ta question. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, oui. Bon, alors merci à vous du temps que vous nous consacrez. Moi, je suis de formation ingénieur, je maîtrise parfaitement, entre guillemets, l'informatique bureautique, industrielle, etc. Ce qui me permet de vous dire, monsieur, que moi, je n'y connais rien en cybersécurité. Pourquoi? Parce que la problématique est tout à fait très différente. Je découvre des choses avec tout ce que vous venez de me dire que j'aurais même pas imaginé. Donc ça, c'est bien. J'ai une question très précise. Comment se fait, si elle existe, la formation des jeunes par rapport à la cybersécurité? Je pose la question parce que nous avons au moins un ou deux jeunes qui sont en train d'écouter la conférence et le Rotary a en charge de les aider dans les recherches de stages, d'alternance, tout ce que vous voulez. Voilà. Comment se fait la formation par rapport à la cybersécurité? Il existe quelques formations au niveau ingénieur qui sont taguées cybersécurité. Le problème souvent, c'est que pour faire de la cybersécurité, il faut déjà avoir un bon niveau en IT, parce que en gros, quand vous allez être sur les technologies informatiques, pour faire de la cyber, il faut déjà maîtriser le sous-jacent informatique. Donc, en règle générale, c'est plutôt des gens qui font des cursus d'ingénieur et qui après en informatique, qui après vont faire une spécialisation cybersécurité. Mais c'est difficile de faire un parcours 100% cybersécurité. En plus, on a un problème de vocation, c'est-à-dire que nous, on travaille avec le Cybercampus, hein, voilà, ça a été créé à la Défense par Emmanuel Macron, donc il y a toutes les grandes entreprises là-bas. Et en fait, on reçoit souvent des étudiants. Et l'année dernière, on a eu une promo de 300 qui était venue là, de l'EPITA. Sur les 300, il n'y en avait même pas une dizaine qui étaient intéressés par la cyber en particulier. Donc, on a plutôt un problème de vocation. Après, il y a quelque chose à avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, il y a un mindset particulier à avoir, un état d'esprit particulier qui est à avoir sur la sécurité. En fait, on va chercher des gens qui ont une capacité à voir en fait des anomalies, à avoir un cerveau qui va chercher le défaut. Et finalement, c'est dans le défaut et dans la variation par rapport à ce qu'on attend en normal qu'on va pouvoir détecter les problèmes en cyber. Là où moi je connais assez bien Israël, ils ont une doctrine en fait pour justement être capable d'identifier les jeunes et les amener dans la filière cyber. À partir de 16 ans, en fait, ils font des cours du soir en informatique et en fait, ils vont détecter les potentiels et après, ils vont leur permettre d'aller sur des études cyber en favorisant ce cursus-là. Après, ils vont les amener dans l'armée, par exemple dans l'unité 8200, qui est l'unité l'armée cyber israélienne. Et après, ils vont avoir tout un tissu économique qui est basé sur des anciens de cette unité-là, qui va leur permettre soit de créer des entreprises,
soit de rentrer dans l'entreprise et de venir grossir en fait les forces dans l'écosystème économique cyber israélien. Donc ça, on l'a pas en France, malheureusement. On aimerait bien le faire. Voilà, mais aujourd'hui, peut-être la meilleure réponse que j'ai envie de vous dire, c'est bah, il faut se former en informatique et il faut chercher surtout sur quel domaine on veut se spécialiser parce que il y a énormément de sujets, on peut pas tout apprendre. Et en règle générale, bah, faut voir quel est qu'est-ce qui intéresse la personne en particulier. Après, souvent, moi, ce que je remarque, c'est que les gens qui sont autodidactes en cybersécurité, c'est déjà des gens qui sont passionnés et qui vont en faire un peu comme un hobby, quoi. Donc, si c'est quelque chose si c'est une passion, oui, ça peut être fait de manière initiale. Si c'est pas une passion, il vaut mieux commencer par l'informatique et après chercher à se spécialiser. Merci. Claude, Oui, bonjour, c'est Claude de Meaux Horizon. En fait, si je comprends bien, dès qu'on a un ordinateur, un téléphone portable, une clé de voiture, tout peut nous arriver. Je parle Mhm. même pas de la carte bleue. Donc j'ai bien compris que pour minimiser le risque, il faudrait avoir du papier alu dans tous les sacs, etc. Mais comment il y a d'autres moyens de minimiser ces risques? Alors moi, je pensais changer les mots de passe peut-être régulièrement. Je sais pas. Qu'est-ce que vous nous conseillez? En fait, j'ai envie de vous dire que si un mot de passe il a été compromis une fois, il sera compromis une deuxième fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, la raison pour laquelle il a été compromis, en fait, vous l'aurez pas éliminé. Donc, je vais vous donner deux exemples. Si par exemple vous avez un PC, un classique, un desktop, et que vous avez quelqu'un de mal intentionné qui a mis ce qu'on appelle un keylogger, donc c'est un petit appareil USB qu'on va brancher par exemple entre votre clavier et le port de votre PC, et qui va enregistrer toutes les frappes, et qui éventuellement sera connecté à votre Wi-Fi ou qui aura sa propre clé, enfin sa propre puce 4G ou 5G qui pourra tout transmettre à la personne qui veut du mal. Donc si cette partie-là n'est pas enlevée, ben, la personne continuera d'avoir votre mot de passe que finalement dès que vous le saisirez, elle l'aura aussi. De la même manière, si par exemple quelqu'un a caché une caméra chez vous et puis qu'elle filme votre clavier et qu'elle vous voit taper votre mot de passe, ben voilà, elle l'aura dès que vous le changez. Donc en fait, il y a pas, en fait, changer son mot de passe, bah, ça va être intéressant si vous l'avez donné à quelqu'un et que vous voulez plus qu'elle l'ait. Si par contre vous savez qu'il a été compromis et que vous n'avez pas trouvé la manière dont vous l'avez perdu, allez le perdre à nouveau parce que la personne elle va réutiliser la même technique. Donc en fait, souvent c'est du bon sens. Mais en règle générale, ce que je vous disais au début, c'est qu'il faut chercher à savoir qui peut vous vouloir du mal. Ça veut dire que si par exemple vous avez des employés et que bah, vous avez un compte à privilège, je sais pas, sur votre système d'entreprise qui a des droits forts, bah, il faut faire en sorte qu'il y ait très peu de gens qui l'aient et que ce soit uniquement des gens de confiance et que dans tous les cas, vous-même, vous avez toujours la possibilité de ne pas vous faire isoler de votre système. En fait, c'est souvent du bon sens et souvent savoir à quoi on veut être exposé ou pas. Après, la carte de crédit, j'ai envie de vous dire, même si on ne vous paye pas en NFC, il y a plein de manières de vous piquer de l'argent, hein. Enfin, il y a des commerçants qui cachaient des caméras sous les comptoirs. Donc, du coup, quand ils prenaient votre caméra avant de la mettre dans le terminal, ils passaient la caméra, enfin, la carte des deux côtés devant la caméra, comme ça, ils prenaient le numéro PAN et puis le code CVV à l'arrière de la caméra de la carte pour payer. Voilà, il y a beaucoup de. Pareil, enfin, je sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais des fois, on paye à l'étranger ou on retire ce distributeur, et puis on se retrouve avec une copie de la carte qui commence à faire des paiements un peu partout. Ce qu'on appelle un skimmer, en fait, qui est un appareil qui peut être inséré par un attaquant dans le distributeur et vous la copiez. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles. Donc, en réalité, il faut être vigilant et il faut savoir que nul n'est totalement bulletproof, quoi. Ça peut vous arriver un jour, même si vous prenez toutes les précautions du monde. Oui, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, malheureusement, mais je pense à ma mère qui a 80 ans, comment elle fait dans ce monde Mm. complètement fou, quoi. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Déjà, je pense que peut-être que À ça. moins de ne pas sortir de la maison, de ne pas voir d'ordi, de téléphone, rien, là, et encore. Bah, il faut voir ce qu'on appelle de l'hygiène informatique, c'est-à-dire de la même manière qu'on se lave le matin, il faut patcher son ordinateur, il faut le mettre à jour. Voilà, il faut faire en sorte de ne pas donner ses accès à n'importe qui. Faut être vigilant parce que c'est vrai que même si on a un enfant et puis qu'on lui dit bah tiens utilise le PC pour faire tes devoirs etc. Bah si lui il commence à aller naviguer sur Internet et à installer n'importe quoi bah on perdra un peu la maîtrise de ce qui se passe donc j'ai envie de dire c'est malheureusement c'est une forme d'éducation qu'on fait pas encore. Peut-être qu'il faudrait faire parce que finalement c'est un peu un besoin qu'on a tous maintenant. Alors, je sais que dans les questions, il y avait un truc sur le 17 cyber. Bon, là, ça, c'est un peu la réponse si vous avez été, si vous pensez qu'il y a un problème, que vous avez été hacké, finalement, ça vous donne des éléments de réponse et ça permet aussi de demander l'aide de la police, quoi. Mais voilà, la police, elle peut pas forcément tout faire. Et en fait,
la police, elle intervient sur les sujets cyber en général que quand il y a une suspicion que c'est du crime organisé derrière. Alors moi, j'étais à Pontoise, là, il y a un grand centre qui fait de la cyber, de la gendarmerie. C'est un peu les experts, hein. Et en fait, ces gens-là, ils cherchent en fait à travailler sur tous les systèmes de police du pays et à corréler en fait les différentes affaires pour trouver des réseaux. Et donc, votre cas isolé, en fait, sauf il a peu de chances en fait d'avoir beaucoup d'efforts de la police, sauf si vous savez identifier la personne qui vous attaquait, quoi. Oui, bonsoir, Dominique Sav du club de Milly-la-Forêt. Euh, J'envoie un RIB à un sponsor qui le reçoit une seconde, 2 secondes après que je l'ai envoyé. Et c'était pas le RIB de notre club. Quel est l'appareil qui a été piraté? C'est le sien ou c'est le mien? Ça dépend, vous l'avez envoyé par quel biais, parce que ça, si c'est par... J'ai fait un mail, j'ai fait une pièce jointe à un mail. D'accord, mais en fait, mais le RIB, c'était quelque chose qui était sur votre PC, ça, c'est un fichier. Oui. Vous êtes pas trompé de fichier, tout simplement, non? Non, 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 non. Non, c'était pas la même banque, c'était pas. Mais c'était bien marqué. Rotary Club, elle me l'a renvoyé parce que ne voyant rien venir le lendemain, elle m'a renvoyé copie du RIB qu'elle avait. C'était bien marqué Rotary Club Milly-la-Forêt, l'adresse, etc. Mais c'était pas notre numéro de compte. Voilà, D'accord. c'était pas la même banque. Alors, en fait, si c'était par email, soit ça peut être le relais de messagerie qui a été compromis, mais ça paraît quand même assez peu probable. Sinon, ça peut être quelqu'un qui a modifié le RIB sur le PC de la victime. Donc, ça veut dire que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, là, quelqu'un qui a installé un logiciel qui lui permet de prendre la main à distance et qui finalement a modifié directement le RIB sur son PC, ça si c'est possible. Ou sur le vôtre. Nicolas? Oui, bonsoir et merci, comme tout le monde, merci pour la présentation, très sympa. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à la sécurisation des mots de passe, de l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe comme Bitwarden ou les antivirus maintenant le proposent également? Bah, c'est une très bonne chose. Enfin, si on doit avoir un mot de passe par système qu'on utilise, enfin par service qu'on utilise, on arrive vite à des centaines, donc c'est impossible de s'en rappeler. Et en fait, je pense que ça a un autre intérêt, c'est que ça évite qu'on tombe dans la facilité d'avoir des choses qui sont trop faciles à se rappeler. Donc, faire générer ces mots de passe et pas les connaître, c'est une bonne chose. Finalement, on a juste à connaître un accès, et puis derrière, tous les autres sont gérés automatiquement. Donc oui, c'est une bonne pratique. Ok, merci. Moi, personnellement, j'utilise Bitwarden depuis quelques années et ça marche très bien. Ça permet de générer, pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet de générer des mots de passe de 13, 15, 20, 25, 30, ce qu'on veut, caractères, et avec des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux. Et voilà. Tu peux nous épeler, s'il te plaît, le mot? Ouais, je vais le mettre dans le chat. D'accord. C'est, Bitwarden, c'est une solution il y a une solution gratuite et après, si on veut avoir des fonctions un peu plus avancées, partage le mot de passe entre différents collaborateurs, ainsi de suite, il y a un petit abonnement mensuel. Je crois que c'est 4 ou 5 euros, c'est pas grand-chose. Voilà. Les questions se tarissent. Vous avez effrayé tout notre monde, cher monsieur Gondelman. Ils vont tous Faut avoir planquer leur peur. carte bleue maintenant. Ouais. Après, faut être conscient des risques et faire les choses en évaluant finalement les impacts potentiels. Après, c'est pas quelque chose qui est. Voilà, on vit en réalité, vivre, c'est prendre du risque, hein. Quand vous traversez la rue, vous n'êtes jamais à l'abri. Quand vous prenez la voiture de la même manière, hein. Vous savez jamais ce qui peut vous arriver. Donc, voilà, c'est juste, faut être conscient des dangers et puis essayer d'éviter de prendre voilà, mettre sa ceinture de sécurité. Mais c'est pas quelque chose qui est, voilà, sur lequel faut avoir peur, ou faut créer de l'anxiété, quoi. Et pour ce question, pour les petits entrepreneurs qui ont tous leurs fichiers je sais pas, actuellement, on est en train de transférer X, transférer Instagram, ou je sais pas, tout ce qui travaille, par exemple, les gens qui font des photos, je sais pas, je dis ça en vrac, tout ce qui bosse c'est vraiment avec des fichiers qui sont vraiment informatisés, quoi. Comment Ah, peuvent-ils les protéger? il faut faire des sauvegardes et puis il faut surtout éviter d'avoir ces sauvegardes qui sont au même endroit que ces fichiers utilisés, parce que voilà, ne serait-ce que parler d'un incendie, si vous avez un incendie puis vos sauvegardes sont dans le même bureau, ben, vous allez tout perdre. Donc il y a des systèmes aujourd'hui en ligne, hein, qui permettent de faire des sauvegardes et en plus qui seront protégés et moins susceptibles
d'être attaqué si vous êtes attaqué au niveau de votre PC, quoi. Donc ça, c'est des choses qu'il faut. Donc faut essayer d'être déconnecté, d'avoir une sauvegarde déconnectée, c'est-à-dire qu'une sauvegarde qui soit faite sur un appareil qui soit pas branché. Donc là, si votre système est compromis, bah, du coup la sauvegarde ne sera pas impactée. De pas l'avoir sur le même site et puis de faire en sorte d'en avoir plusieurs. C'est-à-dire que vous pouvez très bien en avoir une en ligne, d'en avoir une chez vous, puis en avoir une au bureau. Voilà, pour les choses importantes, ça permet de couvrir un petit peu tous les cas possibles, imaginables, qui éviteraient que vous perdiez votre donnée, quoi. Marc? Oui, bonjour, bonsoir plutôt. Moi, j'avais une question. Est-ce que les industriels sur les cartes bancaires, puisque vous nous dites que avec le système NFC, pardon, il y a des risques, est-ce qu'ils y travaillent? Il y a des évolutions futures ou pas? Parce que c'est inquiétant quand même que les cartes Alors, bancaires. il existe des cartes mais qui sont pas forcément utilisées en France, sur lesquelles il y a besoin de mettre son doigt à un endroit pour que ça paye. Mais ça, on n'a pas en France. De la même manière, il y a des cartes qu'on a en France, mais qui coûtent un peu d'argent avec des systèmes dynamiques. Donc, vous avez le numéro de sécurité à l'arrière qui change tout le temps. Donc, en fait, bon, la carte, elle a une pile à l'intérieur, donc ça elle a une durée de vie limitée, mais ça C'est permet pas, d'éviter c'est pas le système les- IDEMIA, ça? C'est pas voilà. les cartes IDEMIA, ça? IDEMIA, il fabrique des cartes. Après, je sais pas, il y a plusieurs fabricants. Ah, d'accord. Euh, et il y a, voilà, donc après, il y a des choses comme ça, mais effectivement, le paiement NFC, ben, avec la facilité, on va dire, il y a une vulnérabilité, mais on peut pas. Voilà, c'est un choix entre facilité d'usage, ce qui a, je pense, beaucoup participé à démocratiser Oui, l'usage. oui, Après, moi, ce que je conseille de faire, si vous voulez payer en son contact, vous mieux payer avec votre téléphone. Parce que le téléphone, finalement, c'est plus sécurisé qu'une carte. Parce qu'il faut l'activer, en général, il faut la biométrie. Donc, moi, je vois de plus en plus les gens qui utilisent des cartes pour payer. Moi, d'ailleurs, j'utilise quasiment pas ma carte pour payer son contact, j'utilise le téléphone à la place. Donc, ça permet de garder le côté ouais, d'accord, ok, ouais, pratique, mais en même temps, être beaucoup d'accord. plus sécurisé. Moi, j'ai un témoignage. Il y a une dizaine d'années, dans mon entreprise, bon, j'avais une dizaine de salariés, et on a été hackés. Et heureusement que je faisais que de temps en temps, je me dis, tiens, allez, on va faire une sauvegarde, on ne sait jamais. Mais heureusement parce que j'avais plus rien. Et ils voulaient que je paye, je sais pas combien, de milliers, dizaines de milliers d'euros. Et heureusement qu'un jour, quelqu'un m'avait dit, fais des sauvegardes, on ne sait jamais. Donc j'avais tout sauvegardé. Ouais, tous les mois, je faisais une sauvegarde, grosso modo. Mais heureusement, hein, sinon, on n'avait plus rien. Ça, c'est clair. Donc merci pour ces beaux conseils encore. J'aurais deux questions. La première, c'est quel va être le rôle de l'IA dans la protection de nos données et quel rôle peut-elle jouer dans la cybersécurité? Et la deuxième question, vous avez abordé en propos liminaire les ordinateurs quantiques. Comment allons-nous pouvoir nous protéger contre ce genre de machines qui semblent vraiment surperformantes? Merci. Alors, de quoi parler 5 heures, donc je vais essayer d'être concis. Alors, l'IA, déjà, il y a plusieurs choses. Faut prendre trois cas. Donc, le premier, ça va être l'IA, effectivement, utilisée dans les produits, etc., pour améliorer la sécurité. Bon, j'ai envie de vous dire, l'IA, ça fait pas non plus des miracles sur ça, c'est juste que ça va permettre de traiter ou de corréler des événements beaucoup plus rapidement. C'est pas forcément quelque chose qui va vous impacter. Par contre, là où vous pouvez avoir un impact, c'est que aujourd'hui, l'IA, elle est aussi utilisée, elle est de plus en plus utilisée de manière malveillante. C'est-à-dire que, par exemple, dans la banque, nous, on a des gens qui ont été ciblés, des grands dirigeants qui ont été ciblés par des vidéos, ça s'appelle des deepfakes, d'un dirigeant à un autre, pour lui demander de l'argent ou des choses, quoi. Donc, en fait, à partir d'une image, on peut réussir ou d'une vidéo, on peut réussir à faire des fausses vidéos de vous. De la même manière, en fait, il y a des attaques, par exemple, de phishing, donc c'est quand on vous envoie des liens pour vous faire cliquer, etc. Ou pour faire envoyer de l'argent, qui sont beaucoup plus efficaces grâce à l'IA, parce qu'en fait, on va pouvoir utiliser beaucoup de données en fait que vous aurez mis sur Internet pour faire des attaques très très personnalisées. Donc ça, c'est plus, on va dire, l'IA, elle va permettre d'industrialiser et d'attaquer mieux quelque part. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on défende mieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est un peu une course à l'armement en disant qu'il faut qu'on améliore notre capacité de détection, etc. Parce qu'en face, ils vont améliorer sur la capacité à être indétectable et à attaquer d'une manière beaucoup plus massive et efficace. Et après, il y a la sécurité de l'IA en elle-même, parce qu'il y a pas mal de vulnérabilités qui sont liées à l'IA, sur lesquelles on travaille, effectivement, qui vont être liées à éviter de détourner l'usage d'une IA, éviter qu'elle aille lire les données du voisin. Voilà, il y a beaucoup de choses. Après, le quantique, c'est
Alors, le principal risque qu'on a sur l'informatique et la sécurité d'aujourd'hui, ça va être par rapport au chiffrement. Aujourd'hui, on utilise des protocoles et des algorithmes qui permettent de chiffrer les données. Et en fait, le quantique, avec ses capacités de calcul, ça permet d'attaquer ou de déprécier énormément de techniques qu'on utilisait et de protocoles qu'on utilisait pour chiffrer. Donc, en fait, l'un des impacts que ça a, c'est qu'il y a pas mal d'États, notamment la Chine, aux États-Unis, qui font des attaques de type Store and Decrypt Letter. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont prendre plein de données chiffrées, avec l'espoir qu'un jour, ils auront la capacité de les déchiffrer, en fait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bah, vous avez plein de vos données qui ont été confutées dans des attaques, etc., qui étaient protégées jusque-là parce qu'il n'y a pas de moyen de les déchiffrer. Mais demain, grâce au quantique, bah, ça pourrait être déchiffré. Donc, du coup, ça pourrait être utilisé contre vous après. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des packages qui existent sur le dark web où un attaquant, il arrive, il va acheter des identités. Donc, il va acheter plein d'informations sur vous pour vous attaquer ou pour utiliser votre identité pour attaquer. Voilà, donc j'ai envie de dire le quantique. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait pour protéger? En fait, on travaille aujourd'hui, nous, avec des organismes de certification notamment, sur ce qu'on appelle les algorithmes post-quantiques, donc en fait, qui sont des algorithmes de chiffrement qui sont résistants au quantique. Voilà. D'accord. Johan? Et J'ai encore euh, une question, je ne voudrais ouais, pas me monopoliser. ouais. Quelle est la place de la Ouais. France par rapport à des pays tels que peut-être l'Israël, et je passerai avant les États-Unis, sur la cybersécurité, sachant que là, on a des milliardaires hein, comme Bezos qui investissent beaucoup dans des nouvelles technologies, l'IA, ordinateur quantique. Quel est le retard, parce que je suis sûr qu'on n'est pas en la France, par rapport à ces deux pays-là? Alors, on est en cybersécurité, on n'est pas mauvais. Il faut savoir il y avait un des plus grands chercheurs, enfin, une des plus grandes entreprises qui justement cherchait ces vulnérabilités pour les vendre à des États qui étaient basés dans le sud de la France, là, vers Montpellier, et ils sont partis s'installer aux États-Unis il y a quelques années pour être proches de leur principal client, qui était la NSA. Mais voilà, on a toujours eu des bons chercheurs en sécurité. Et en fait, on a tous les ans, il y a un colloque hein, qui se passe à Rennes, là, où bah, justement, il y a tous les gens bah, qui viennent de l'ANSSI, de la DGA, etc., qui se rejoignent et qui discutent de leurs avancées en cybersécurité. Et on a un très bon niveau, on a des domaines de prédilection en France sur tout ce qui est sans fil, on est très très bon. Voilà, et tout ce qui est aussi attaque physique, donc ce qu'on appelle side channel attack. En fait, c'est des attaques qui permettent d'utiliser finalement des moyens physiques pour accéder à des systèmes informatiques. Je vous donne un exemple. Voilà, par exemple, bah, vous allez prendre une puce et puis on va abraser la puce et on va directement aller souder des nanofils sur la puce pour contourner les systèmes de sécurité. Donc, c'est des choses qu'on maîtrise très bien en France. Notamment bah, quand il y avait eu le crash de la Germanwings, en fait, on avait récupéré le téléphone du pilote pour voir s'il avait été manipulé. Et c'est en France, hein, c'est la gendarmerie nationale qui avait fait les investigations. Parce qu'en fait, on a parmi un des meilleurs niveaux dans le monde sur ces sujets-là. Donc voilà, on n'est pas en reste hein, sur la cyber. Après, bien sûr, pour savoir ce qu'on fait en offensif, bah, personne ne le sait parce que c'est bien sûr c'est secret défense. Mais voilà, on n'a pas un mauvais niveau du tout. Bien, ben, je vous remercie. Si vous pouvez conclure peut-être cette petite première présentation rapide ou du moins survolant beaucoup de sujets sur la cyber. Est-ce que vous avez quelques conclusions à nous faire? Parce qu'en fait, le but c'était d'être assez rapide hein, dans notre petite soirée. Bah, les conclusions, moi, je pense qu'il faut déterminer qui peut vous vouloir du mal. Voilà, ça peut être un employé, ça peut être un conjoint, ça peut être plein de gens. Ça peut être vos enfants aussi, hein, pas qui veulent pas du mal, mais qui veulent utiliser votre ordinateur pour faire des choses à votre place. Euh, et parfois, faut pas forcément imaginer que ça va être la personne, enfin, ça va être comme dans un film. Donc, c'est des fois, on va dire, l'occasion fait le larron. Voilà, et donc, c'est plutôt ça qu'il faut se poser comme question, de qui on veut se protéger. Et puis après, ben, faire le minima, en fait, c'est un peu comme on va faire l'entretien de sa voiture, il faut faire l'entretien de ses outils informatiques, c'est-à-dire qu'il faut les mettre à jour, il faut utiliser des produits de sécurité si vous êtes voilà, sous Windows, etc. Et puis il faut faire en sorte de ne pas avoir une exposition Internet trop forte, parce que plus vous allez en dire sur Internet, plus ça pourra être utilisé contre vous derrière. Donc soit contre vous, soit contre vos proches, parce que plus on a d'informations sur vous, sur vous allez en vacances, ce que vous faites, plus on peut se faire passer pour vous. Et souvent, aujourd'hui, ben, c'est ça, les attaques qui fonctionnent, c'est quand on réussit à se faire passer pour vous et qu'on va demander de l'argent ou des accès à vos proches.
Donc ça, c'est faire en sorte de ne pas en dire trop sur vous et pas être trop présent. De la même manière, quand vous avez des enfants, évitez de mettre leurs photos sur Internet, hein, parce que ça pourrait être utilisé contre eux plus tard. C'est-à-dire que c'est possible de vieillir aujourd'hui des gens avec l'IA. Et donc du coup, ben, vous pourriez avoir des identités numériques de vos enfants avant même qu'ils soient présents sur Internet. Donc essayez aussi de les protéger et de ne pas les exposer, quoi. Il y a juste, avant de nous quitter, je vois qu'il y a un petit message concernant Linux. Alors Linux, c'est comme n'importe quel système informatique, hein. C'est-à-dire que s'il n'est pas patché, ben, il peut être vulnérable. Donc sur Linux, il faut patcher aussi. Et il faut faire attention aussi au repos que vous utilisez parce que Linux étant open source, il y a beaucoup de repos en fait où on va télécharger des applications qui peuvent être compromis. Et même dans des distributions open source qui étaient réputées ultra sécurisées, bah, il y avait notamment les Américains avaient payé par exemple des contributeurs donc open source pour introduire volontairement des vulnérabilités que eux-mêmes allaient exploiter derrière. Voilà, donc c'est pas parce que c'est gratuit que c'est plus sécurisé. Et en général, bah, c'est plutôt les produits commerciaux ont plus de suivi en sécurité que les produits open source. Très bien, bon ben merci pour votre présentation, merci pour tous ces petits trucs, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Et merci à tous nos amis qui ont participé ce soir. C'était notre première de l'année. La prochaine sera dans le troisième lundi de février où nous aurons un deuxième sujet qu'on vous diffusera plus avant. Merci et bonne soirée. Merci, au revoir.